Chers amis auditeurs, bonsoir. Bienvenue sur Méridien Zéro, l'émission francophone de Radio Bandiranera. Ce soir, émission exceptionnelle. Nous avons effectivement le plaisir de recevoir une figure de la pensée politique russe actuelle, Alexandre Douguine, le prophète de l'eurasisme, ou plutôt du néo-eurasisme. On va voir de quoi il s'agit. Alexandre Douguine, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez remarqué, c'est Monsieur PGL qui est à la barre ce soir. Je suis aussi accompagné d'un vieux camarade et complice que les auditeurs habitués de notre antenne connaissent. Georges Venetracol, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Méridien Zéro. Je rappelle que vous êtes le leader maximo du site Europe Maxima et que vous êtes aussi l'auteur de l'ouvrage déjà culte, Orientation rebelle aux éditions d'Heligoland. Nous sommes également organisé et l'émission est réalisée par notre Deus Ex Machina, le magnifique Lord Sergei, donc à la technique. Alors, tout d'abord, il importe de présenter un petit peu notre invité, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous ce soir. Alors, Alexandre Guelievich Douguine est né en 1962, il a 2 enfants, il est le fils d'un officier supérieur du GRU, les renseignements militaires. Dans les années 80, il a fréquenté un petit peu la bohème ésotérique moscovite, avec des figures comme Gaïdar, Djemal, Mamleyev et Golovin. Ensuite, il s'est ouvert à l'œuvre de la tradition, des auteurs de la pensée traditionnelle, en particulier René Guénon et Julius Evola. D'ailleurs, il racontait qu'un des premiers ouvrages accessibles avait été Impérialisme païen, qu'il avait traduit d'ailleurs dans ses jeunes années. Il a fait un passage assez rapide au sein du mouvement ultranationaliste PAMIAT, qu'il a quitté assez rapidement, et dans la fin des années 80, il a eu l'occasion durant ces années de perestroïka, de voyager en Occident et de rencontrer des grandes figures à la fois des nouvelles droites européennes et de la pensée traditionnaliste, en particulier Jean Parvulesco, qui nous a récemment quittés, Claudio Muti, Christian Boucher, ainsi que d'autres. Les années qui ont suivi d'ailleurs ont vu sa participation à un colloque de Grèce en 1991 sur la notion d'empire, sur laquelle d'ailleurs nous reviendrons. L'année suivante, il a accueilli une délégation composée d'Alain Benoît, avec lequel il continue à garder des relations et une amitié, ainsi que Robert Stöckers, quelques mois plus tard, suivi par Jean Thiriart, donc le prophète de l'Europe, la grande Europe de Dublin à Vladivostok. Ensuite, il s'est tourné vers une activité éditoriale et d'écrivain. Il a été extrêmement productif, en commençant son premier ouvrage, Les Mystères de l'Eurasie. Il a fondé dans les éditions Arctogaia, dans la terre arctique, reprenant ce terme de l'occultisme allemand, je crois. Et ensuite, il a tenté, dans ces années troublées de la présidence Yeltsin, après justement le coup d'État contre le Parlement en 1993, donc il collaborait d'ailleurs à la presse qu'on appelait Rouge-Brune, le journal Dienne d'Alexandre Prokhanov, avec lequel il s'est brouillé depuis. Il a rejoint le parti national bolchevique du trublion et de l'écrivain de la contre-culture Alexandre Edouard Limonov, avec lequel il est resté jusqu'en 1998, je crois, du printemps 1998, qu'il a quitté pour des désaccords à la fois personnels, je pense idéologiques. Et c'est à cette époque-là qu'après avoir écrit un de ses maîtres ouvrages, Les fondements de la géopolitique, Osnovei Geopolitiki, qui d'ailleurs a commencé à influencer les sphères dirigeantes de son pays, que ce soit des membres proches de l'administration présidentielle ou des militaires et des membres des structures de force. Il est devenu un des conseillers du speaker, un des conseillers en géopolitique d'un des speakers de la Douma, et il a commencé à véritablement se faire connaître comme un des penseurs d'influence dans le régime Yeltsin finissant, jusqu'à l'avènement de Vladimir Poutine. Et là, Alexandre Douguine a mis en place, donc, a développé sa pensée du néo-eurasisme, sur laquelle nous allons revenir, et il a fondé un mouvement, le mouvement Eurasia, qui s'est transformé en 2002 en parti politique, et l'année suivante en mouvement international eurasien, qui dit aujourd'hui avoir des représentations dans 22 pays, et qui est destiné à jouer le rôle d'un think tank qui a ses entrées aujourd'hui dans les cénacles proches de l'administration présidentielle du Triumvirat Poutine-Medvedev. Aujourd'hui, donc c'est une figure qui compte, qui est parmi nous ce soir, dont la voix
est écouté, a un certain écho, à la fois dans son pays ainsi que dans le reste du monde. Il faut savoir qu'il a été reçu notamment par son alter ego, en quelque sorte, si je puis dire, de l'autre côté de la barrière, Zbigniew Brzezinski, une des têtes pensantes aujourd'hui de la thalassocratie américaine et de l'atlantisme donc américain. Première question que je vous poserai, Alexandre Gailevitch. Aujourd'hui, le régime de Vladimir Poutine suscite un engouement certain en France, en tout cas dans la sphère dissidente, des souverainistes et des paléo-nationaux jusqu'à la nouvelle droite, aux nationalistes révolutionnaires et aux identitaires, avec parfois une adhésion inconditionnelle, ce qu'on pourrait appeler une certaine poutinolatrie, vu que pour beaucoup de ces personnes qui sont souvent de nos amis, l'espoir peut venir de l'Est. Quel est le regard que vous jetez aujourd'hui avec les 2 mandats de Poutine et le mandat en cours de Medvedev sur justement ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait? Quels sont les aspects positifs et négatifs? Merci au début pour cette présentation, tout à fait exacte. Je voudrais seulement ajouter que maintenant je dirige la chaire de la sociologie des relations internationales dans l'université d'État de Moscou, c'est plus prestigieuse institution. Oui, vous avez 2 doctorats aussi, je crois. Oui, voilà. Oui. À propos de Poutine, je crois qu'il existe les perspectives différentes de le concevoir, de le évaluer, parce que une chose c'est voir Poutine à partir de l'Europe, l'autre chose à l'intérieur de la Russie. Quant à l'Europe, je crois que ceux qui ont choisi poutinolatrie ont raison, totalement raison, parce que parmi les leaders au chef d'État actuel européen, Poutine est plus authentique, qui partage plus des idées de création de l'Europe forte, de l'Europe indépendante par rapport aux États-Unis, de l'Europe géopolitiquement puissante. Je crois que parmi les leaders européens, Poutine est plus européen de tous. C'est donc mon ami regretté, Jean Parvulescu, qui a écrit le livre sur Vladimir Poutine comme le destin eurasiste. Il avait tout juste. Donc, d'un point de vue de l'Europe actuelle, en faisant la comparaison entre ce qui se produit en Europe, totalement décadente, à mon avis. On est d'accord. Oui, libérale, pro-américaine, perdant de plus en plus son identité. Donc, Poutine, c'est quelque chose d'excellent, c'est de merveille. Mais c'est seulement si on juge Poutine en faisant la comparaison avec des autres chefs d'État des pays européens. Tout est relatif. Autrement, deuxièmement, on peut comparer Poutine avec Yeltsin. C'est encore une chose qui nous mène vers la reconnaissance de la primauté absolue de Poutine. On peut être critique par rapport à lui, mais quand on le compare avec ce qui c'était dans les années 90 en Russie, on dit c'était le génie, le sauveur, Poutine. Sauveur parce qu'il a sauvé la Russie qui était en train de se totalement d'éclipser, d'éclater. La guerre de Tchétchénie a été presque perdue par l'incompétence et l'absence de la volonté de Yeltsin. Poutine a sauvé l'État, il a sauvé la Russie, il a sauvé notre peuple, notre économie, il a rejeté les oligarques plus détestables de pays. Il n'a pas rejeté tous les oligarques, quand même, hein. Contrairement à ce que des fois on écrit chez nous. Pas tous, mais beaucoup, certaines. Et c'est déjà, si on compare, Yeltsin a crié les oligarques, Poutine a rejeté certaines d'eux. Il les a mis au pas, les autres. Voilà. Quelque part, il a mis les autres au pas. Il les a mis à l'obéissance. Mais peut-être. Deripaska, Abramovich, tous les autres. Il reste encore. Mais finalement, quand on voit Yeltsin qui a créé le système de l'oligarcat et Poutine qui a décimé l'oligarcat,
on est tout à fait d'accord avec Poutine parce que c'était bien par rapport à Eltsine. Donc, il y a deux raisons d'aimer Poutine. La raison parce qu'il est européen et plus conséquent et plus radical des politiques européanistes parmi les autres chefs d'État européens. Je crois beaucoup plus européeniste que Chirac et Schröder, sans parler de Sarkozy et de Merkel. C'est une raison. L'autre raison, si on fait la comparaison avec Eltsine aussi, il gagne, Poutine gagne dans cette comparaison, dans tous les aspects. Il est absolument mieux que Eltsine, avec le contraste qui est au fond de sa popularité. Quand on le compare avec Eltsine, avec les années 90, on dit il est beaucoup mieux, sans autre considération. Et il y a troisième perspective possible si on compare Poutine avec ce qu'il devrait faire, par exemple. Selon moi, par exemple, je crois que Poutine devrait développer la stratégie eurasienne du monde multipolaire, d'instaurer les liens d'alliance avec l'Europe indépendante et aider à la création de cette Europe, devrait soutenir Iran, devrait soutenir la Chine, Inde et Turquie maintenant qui veut se débarrasser du tutelle américain. Oui. Donc, qu'il devrait s'en finir avec les autres oligarques et devrait restaurer le système de l'économie plus ou moins non libéral, keynésien par exemple, basé sur la justice sociale. Dans cette situation, dans cette troisième perspective, Poutine a échoué. Donc, c'est la raison des critiques possibles et justifiées contre lui. On a aussi l'impression que, par exemple, il n'a pas véritablement lutté contre la corruption endémique et structurelle. C'est l'autre chose. Voilà. C'est aussi important. C'est aussi, nous, quelque chose qui nous frappe, c'est l'occidentalisation accélérée d'une bonne partie de la jeunesse russe, pour suivre, voir un petit peu aujourd'hui, dans des sondages divers, voir aujourd'hui le cynisme, le culte de l'argent, la réussite matérielle. Je travaille avec les étudiants, je vois que les sentiments patriotique plutôt s'augmente. Peut-être ce n'est pas grâce à Poutine ou contre Poutine, il s'augmente par... On a l'impression que peut-être une politique menée par l'État dans ce sens pour sensibiliser justement la jeunesse à une autre vision du monde, à une autre conception des rapports au sein de la société qui dépasserait la société de consommation et la société occidentale, ne sont pas poussés très loin. Oui. Et quand on voit la télévision, par exemple, lorsqu'on voit les chaînes d'État, c'est pas tant. La troisième perspective, c'est surtout ce qu'est il manque chez Poutine la stratégie, la vision du monde, idéologie multipolaire, l'acceptation profonde et assimilation des idées eurasistes, disons continentales, tellurocratiques, la manque de compréhension de la géopolitique, absence de la sensibilité économique dans le sens socialiste, vraiment populaire, parce que il est partisan du libéralisme, finalement. Il manque chez lui la cohérence de la politique étrangère, internationale, et grâce à cette manque-là, de la vision stratégique et absence de la volonté de faire, en fait. Il est pragmatique. Oui. C'est donc, ça donne à l'espace libre, des phénomènes que vous avez venez d'évoquer tout de suite. Donc, il y a la grande corruption qui augmente de plus en plus. Il y a le cynisme dans les médias, des masses médias. Il y a les simulacres au lieu de la politique. Il y a les écarts de richesse aussi énormes qui existent dans la société. Il y a le gaspillage d'argent et la corruption d'argent quand on baise la politique étrangère et l'intérieur sur les thèmes de comment on peut voler l'argent pour tel ou tel projet. Le projet sert en Russie actuelle pour prendre l'argent. Ce n'est
pas pour réaliser les intérêts d'État. Ce sont des oligarchies en quelque sorte. Oui, ce sont des clans oligarchiques la corruption qui déborde déjà les limites raisonnables. C'est l'absence, par exemple, il a nommé au titre de politique des gens qui dirigent la politique internationale, la politique intérieure, la politique culturelle, les personnages totalement incapables de... Par exemple, quelle place accordez-vous à un de ces conseillers qu'on dit principaux, comme Vladislav Surkov? Oui, où se situe-t-il, lui, c'est l'éminence grise. C'est une grise. Éminence grise, sans doute. Il est technologue, il est très efficace, mais chez lui, il manque... Il le guide dans quelle direction, Surkov? Il n'a pas de direction. Surkov et direction, c'est les choses incompatibles. Surkov est lui-même, c'est joueur qui réagit seulement sur le défi éphémère actuel. Il réagit contre ce qu'il y a maintenant. Il ne croit pas que l'autre moment arrivera jamais. Il vit seulement dans le moment. D'accord. Et dans ce moment, il est très efficace. C'est un des managers. Il se pose pas dans l'avenir. On est dans le présentisme, dans l'adaptation aux circonstances et aux défis. Il ne croit pas que l'avenir existe. Ouais. C'est quelqu'un qui vit dans le moment actuel. Et si il est technologue qui ne croit pas ni dans en passé ni en avenir. Finalement, il est plutôt le personnage tout à fait particulier parce que il manque chez lui quelques idées qui soient. Donc il n'est pas ni libéral ni patriote. Il est technologue. 100% technologue. Il regarde toute la situation, tout le défi, comment on peut se débrouiller d'une manière plus efficace et plus immédiate. Qu'est-ce que vient après, ça n'importe pas. Sur le plan des structures de l'État, un universitaire français qui s'appelle Jean-Robert Raviot a mis en évidence dans un ouvrage intéressant que justement, contrairement aux idées reçues, l'État est faible en Russie. C'est le pouvoir qui est fort et que justement, par exemple, la verticale du pouvoir de Vladimir Poutine peine à se mettre parfois en place et qu'il tolère des féodalités locales dans les différentes entités qui constituent la Fédération de Russie, avec tous les blocages, avec toutes les inerties que ça peut provoquer. Quel est votre point de vue là-dessus? L'État est fort. Mais inefficace en même temps. C'est donc quelque chose que... Je dis l'État faible, c'est au niveau des structures et au niveau du fait de relier les instructions d'en haut au niveau le moins élevé. On sabote totalement tous les ordres qui viennent d'en haut, voilà s'ils ne donnent pas l'argent. C'est l'État fantôme, je l'appelle l'État fantôme. Il a la présence d'être très fort, très disons centralisé, mais finalement c'est l'État qui ne fonctionne pas, ou presque. Dysfonctionnel, oui, voilà. Dysfonctionnel. C'est en même temps les libéraux qui critiquent Poutine insistent sur l'État encore plus faible. Mais à mon avis, il faut faire... Oui, c'est l'État autre, l'État stratégique, avec les tendances stratégiques, avec certaines morales intérieures, des règles de conduite. L'État social... Ça suppose une nouvelle élite, en fin de compte, qui sera acquise totalement à la vision du monde eurasique. C'est le problème. L'élite en Russie, c'est élite complètement incompétente. Toute l'élite politique actuelle, ce sont, à vrai dire, les pires qu'on pourrait imaginer. Et ce ne sont pas quelques exemples. Peu de personnes trouvent grâce à vos yeux, alors, parmi aujourd'hui les représentants de l'élite ou des partis... Je crois qu'il y a l'élite qui ne possède pas les qualités d'être élite, dirigeant. Une vision surtout. Ils sont voleurs. Oui. Ils sont corruptionnaires voleurs, ou voleurs agressifs qui représentent l'élite économique, ou les bureaucrates corrompus qui représentent l'État, proprement. La collusion, disons le complot entre les voleurs actifs pro-américains, les bureaux qui représentent l'élite économique, et les bureaucrates corrompus, ils forment, disons, le tout d'État. Ils fondent avec sa collaboration, font l'État éphémère, l'État fantôme. C'est quelque chose qui est vraiment très, très, très dangereux, parce que Russie, comme tout le monde,
comme toutes les autres sociétés, approche aux défis très importants, historiques, géopolitiques, au niveau du climat, au niveau des catastrophes aussi, l'infrastructure économique de la Russie se devient de plus en plus pire parce que tout ça a été fait dans l'époque soviétique et finalement c'est pas renouvelé. En fait, on n'utilise pas l'argent de la rente énergétique pour renouveler les infrastructures, construire des industries de production. On a volé le pays, comment dire, l'élite actuelle qui n'était pas l'élite de Poutine, c'était l'élite de Yeltsin qui Poutine a conservé. Et cette élite, il y a plus que 20 ans, continue de voler l'État. C'est probable. Poutine n'a pas arrêté ça. Poutine a arrêté l'éclatement du pays, la stratégie des oligarques plus sauvages comme Berezovsky, Gusinski, Khodorkovsky, mais il n'a pas changé le système. Le système reste yeltsinien. Et c'est sa faute. Mais je ne voudrais pas seulement critiquer. Oui. Je voudrais donner disons la balance. Je crois que tout en acceptant, tout en reconnaissant les fautes et les torts du système poutinien, on doit reconnaître aussi ses aspects positifs. Comme toute chose d'ailleurs. Oui. Et je crois que finalement, si on compare la corruption en Russie avec, disons, la corruption moindre de l'Europe. Ça dépend des pays, mais quand même. Ouais. Globalement, oui. Globalement, les proportions que la corruption obtient en Russie, ils sont gigantesques. Parce que l'État qui se nourrit de corruption, c'est l'économie qui se fond sur la corruption. C'est l'État prédateur en quelque sorte. Oui, c'est inouï finalement. Georges, une petite question. Pardon. Sur la situation en Russie, ne pensez-vous pas que l'homo soviéticus, bien défini par Alexandre Zinoviev, demeure dans la norme comportementale des peuples de l'ancien bloc communiste? C'est-à-dire, ce que vous venez de nous décrire, n'est-ce pas encore la résistance de l'homo soviéticus dans les esprits? Je crois que l'homme soviétique, c'est pas la chose tellement négative comme on parfois représente. J'étais anti-soviétique dans ma jeunesse, mais quand je compare l'homme soviétique que je connaissais dans ma jeunesse, dans la société soviétique, avec l'homme post-soviétique, ou même avec l'homme européen, je suis en faveur de l'homme soviétique. Parce que c'était l'homme avec... Mais dites-moi, Alexandre Guelewicz, est-ce que l'homo soviéticus n'a pas préparé, justement, n'a pas engendré l'homo post-soviétique, et même il y a une convergence vers l'homo americanus, l'homo occidentalis, avec une vision matérialiste, avec une vision cynique l'homme des soviétique choses. Jamais ne possédait la vision matérialiste. Matérialisme était la forme de la religion laïque, en quelque sorte. C'était l'homme avec le moral. C'était l'homme avec les idéaux. C'était l'homme qui se trouvait debout devant les défis matériels. Ce qui était l'homme soviétique, finalement. C'était l'homme socialisé. C'était l'homme avec la conscience holiste de la société qui prime tout. C'était l'homme contre-individualiste. L'homme tout à fait plus ou moins orienté vers le sacrifice pour la cause commune. Donc, c'était quelque chose d'excellent, je voudrais dire, tout en étant contre ça. Finalement, c'est la chute de l'homme soviétique qui a provoqué l'advénement de l'homme post-soviétique. C'est donc l'homme soviétique, à mon avis, si on compare avec ceux qui s'est venu après, avec ce que je vois en Occident, il était beaucoup mieux que ça. Peut-être la chute ou la dégradation de l'homme soviétique a engendré l'homme post-soviétique qui est beaucoup plus... Notamment des phénomènes de nihilisme. On ne croyait pas à l'époque au système soviétique. Le nihilisme, ce n'était pas au cœur de l'homme soviétique. Mais c'était engendré par le système, quelque part. Moi, je suis frappé par la mort, pour vous savez, moi, Alexandre Guelewicz, je suis frappé. Je rencontre régulièrement de nombreux ressortissants de l'ancienne Union soviétique, que ce soit des Russes, des Ukrainiens ou d'autres, et je suis frappé par le fait que beaucoup d'entre eux ont développé une sorte de nihilisme,
de rejet totalement, avec beaucoup d'ironie, de toute forme d'engagement collectif, d'engagement idéaliste, parce que justement, ils ont jeté tout cela avec l'eau du bain, avec tout le reste de l'idéologie soviétique qui leur est imposé dans leurs jeunes années. Et ça me frappe énormément. Maman, quand l'Empire tombe, ce n'est pas parce que c'est l'Empire qui tombe. L'Empire, une fois tombe, ou tout l'idéal, une fois se dégrade. Mais ce n'est pas parce qu'il était l'Empire qu'il dégrade, parce que tout se dégrade. Sûr, donc, oui. je crois que l'homme soviétique de dernière période s'était déjà corrompu, parce qu'il était moins soviétique, moins humain. L'homme soviétique, c'était, à mon avis, très positif. Et c'est à tort que Zinoviev s'est moqué, finalement. Il est vers la fin de C'est déjà l'idée d'un homme nouveau, bien sûr, on est dans les idéologies constructivistes. Bon, l'homme soviétique, c'était l'homme plus traditionnel que l'homme bourgeois, beaucoup plus traditionnel parce que il était beaucoup plus ascétique, beaucoup plus héroïque, beaucoup plus de Sparta, tellurique, tellurocrate que Thalassocrate. Et c'est une pourriture de l'homme soviétique. C'est la dégénération de l'homme soviétique qui a produit quoi? A produit l'homme libéral. Ce que nous détestons dans la Russie post-soviétique, c'est l'homme occidental, l'homme libéral, l'homme bourgeois, l'homme qui était copié, imité de l'Occident, de l'Europe. Vous ne pensez pas quand même que vous en faites un peu un type idéalisé? Non, parce que on moquait tant de l'homme soviétique en ne se marquant pas ce qu'il était comme beaucoup plus attirant. Que j'ai mis un avis nuancé là, que je suis pas dans un avis tranché ou autre. Ce qui nous n'aimons pas dans l'homme post-soviétique, c'est l'Occident, c'est l'Europe, c'est les États-Unis. Ce qui est vraiment repoussant, c'est ce qui vient de l'Ouest chez nous. C'est l'homme soviétique n'avait pas la conscience individualiste, c'est la conscience individualiste qui est venue à partir de l'Ouest. C'est pourquoi on ne doit pas victimiser l'Union soviétique. De plus en plus des années passent après la chute de l'Union soviétique, plus je regrette ce pays, cette société, qui dans mes yeux devient de plus en plus positive, de plus en plus attirante, de plus en plus comme beaucoup de compatriotes d'ailleurs, comme beaucoup de compatriotes. Oui, beaucoup, parce que c'est disons le stalinisme qui augmente. Je ne peux pas souvenir les temps de Staline. Peut-être c'était les temps terribles, mais on commence à aimer Staline, non pas parce qu'il était bon, parce que ce que nous voyons autour de nous, et surtout l'Occident, le libéralisme, le marché, les valeurs purement économiques, ça nous frappe. Nous détestons ça, nous rejetons ça. C'est, disons, l'amour par contraste, par le refus. Et c'est donc le stalinisme, devient de plus en plus notre identité idéaliste. Mais vous comprenez que ces sentiments peuvent parfois choquer en Occident, mais même des Européens sincères qui sont tournés par la Russie naturellement avec beaucoup d'intérêt. L'Europe, la société actuelle européenne, ce que choque à mon avis. Je ne parle pas de la société actuelle européenne, je parle d'intellectuels ou de militants comme nous. Il y a les intellectuels encore en Europe. Oui, il y en a quelques-uns. Ouais. Bon, très bien. Vous en connaissez quelques-uns en tout cas. Oui, mais ils sont plus ou moins d'accord avec moi. La police de la pensée ici est plus sévère que quelque part. C'est dans le pays démocratique, on chuchote certains noms, on a peur de tout le monde. On vit avec cette réalité quotidienne. Oui, mais Russie actuelle, même actuelle, est beaucoup plus libre que l'Europe actuelle. Il y a certaines restrictions. Voilà, il y a quand même des critiques à ne pas trop apporter. Oui, mais finalement, c'est quand il y a les choses qu'on ne doit pas dire et qui peuvent choquer les personnes, mais quand même, je crois que c'est la perte de la liberté, c'est le signe de temps de l'Occident, de l'Europe actuelle, et surtout la France. C'est la perte de la liberté d'expression. On nous insiste, on nous critique, nous manquons, les Russes, la liberté d'expression. Mais si on voit
d'une manière objective ce que se produit en France. C'est la police des pensées, c'est beaucoup de positions sectaires qui étaient imposées comme le dogme. Ceci dit, Alexandre Guelewitz, puisque nous sommes dans ce domaine, il y a eu quelque chose aussi qui choque un petit peu, qui parfois peut hériter beaucoup de militants européens, identitaires et nationalistes révolutionnaires comme nous, c'est de voir notamment le pouvoir russe aujourd'hui, une partie de l'intelligentsia, reprendre une vieille rhétorique antifasciste qui s'applique à l'égard des ennemis géopolitiques du moment, que ce soit dans les pays baltes, que ce soit en Ukraine, alors que vous êtes comme moi, vous savez comme moi que toutes ces manifestations ne sont en rien fondamentalement et strictement des manifestations de type néo-nazi ou de type fasciste. Simplement, bon, vous employez une rhétorique de type antifasciste, de type anti-nazi, en sachant très bien quel est l'impact émotionnel qu'il y a dans nos pays soumis au politiquement correct, au détriment de la vérité historique, et surtout, par le fait que ça peut légitimement, choquer nous qui sommes soumis à ce diktat de la pensée, à ces restrictions de parole, à ces lois liberticides. Je rajouterais que ça nous surprend énormément, d'autant que nous, depuis 1945, nous baignons constamment dans cet antifascisme. Donc nous sommes extrêmement surpris que souvent... Et vous-même, y aviez sacrifié. Hein. Je me souviens d'une conférence que vous avez donnée à Novosti sur la résurgence du néofascisme dans les pays de l'Est, avec Pavel Zarifulin, le leader de l'Union des jeunes eurasistes. Donc je vous suis aussi souvent sur des émissions que vous donnez à la télé russe ou à la télé ukrainienne. Effectivement, vous avez des propos qui sont assez violents en ce sens-là. Comment concevez-vous ça? Vous pensez que c'est véritablement une bonne technique, une bonne stratégie de smart power? Est-ce que vous pensez que jouer justement sur ces ressorts-là, par rapport à nous, mais par rapport aussi à l'idée d'une émergence d'une élite alternative en Europe, c'est une bonne stratégie? Je crois que c'est la stratégie défensive de la part de l'opposition de l'atlantisme qui veut insister dans la périphérie de la Russie, dans les ex-pays soviétiques, sur le nationalisme, petit nationalisme, non, mais on est d'accord, anti-soviétique, pro-libéral, pro-américain, qui finalement sont orientés contre la version et la vision soviétique de l'histoire. Il n'y a pas telle chose comme vérité historique. Ça n'existe pas, parce que l'histoire est faite par la société. Oui, il y a la légitimité pour chacun à développer sa propre histoire. Par exemple... Pas pour chacun. Et pour développer sa propre histoire, on a besoin d'avoir les forces nécessaires, comme les Américains ont. Américains réécrivent maintenant l'histoire mondiale qui serait convenable pour... Ça fait que pour vous, seuls ont légitimité à développer leur propre histoire ceux qui ont la puissance assez forte, le poids de la puissance, les petits peuples n'ayant pas droit, en fait, en quelque sorte. Je suis le partisan des petits peuples et leur possibilité d'avoir leur propre identité. Donc, l'eurasisme, c'est l'idée de la défense des peuples, la défense des identités, petits ou grands, et pour l'eurasisme, la valeur absolue, c'est le peuple. Mais c'est une chose, c'est le racisme. Quand notre pays, notre État réagit contre les tentations ou les essais de recréer l'histoire de Seconde Guerre mondiale, aucun on imagine l'histoire, par exemple, des sociétés qui n'existaient jamais, comme la société ukrainienne, par exemple, parce qu'il y avait quelques ethnies, certaines de ces ethnies étaient organisées d'une manière indépendante. Certaines étaient parties des autres États, par exemple de Lituanienne, l'État grand Lituanie, par certaines ethnies étaient la partie de la Russie moscovite, etc., etc. C'est la création polonaise, l'Ukraine. Ça n'existe pas. Ça, c'est vous qui le dites, Alexandre Guelewitz. Là, vous reprenez, si vous voulez, les classiques de l'historiographie russe et soviétique. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, ayant étudié un petit peu l'histoire ukrainienne. Ce n'est pas une création artificielle. Simplement, il semblerait que vous partagez un peu les mêmes préjugés que les historiens jacobins français, par exemple, c'est-à-dire que les pays qui n'ont pas eu d'État
longuement constitués dans leur histoire, ou qui ont vu leur construction étatique contrariée par les aléas justement de l'histoire, n'ont pas de légitimité à constituer enfin leur État souverain à vos yeux. Regardez Slovaquie, les résultats des sondages et des élections. La moitié des Ukrainiens votent pour la Russie, l'autre moitié d'arrache. Dire que Yanukovych et la Russie, c'est un petit peu quand même caricatural et réducteur. Mais les choses sont beaucoup moins simples qu'on ne le croit. Ces électeurs votent pour l'unité avec la Russie, c'est absolument sûr. Moi, je pense que non. Les oranges, ils votent pour quand vous discutez même des Ukrainiens de l'Est ou du Sud, que vous les poussez dans leur retranchement, ils sont bien sûr pour des rapports apaisés avec la Russie, ils sont russifiés culturellement d'une large mesure, mais ils ne sont pas forcément pour unité à la Russie, et surtout, ils n'ont pas forcément une vision raciste. Ils sont pas forcément, mais ils sont, par leur civilisation, ils sont tout à fait le peuple différent. Oui, mais c'est de votre point de vue. Ils pensent différemment, ils parlent différemment, ils possèdent la langue particulière qui n'est pas la langue artificiellement créée par le polonais. Parce que la langue ukrainienne actuelle, ce n'est pas la langue naturelle. C'est la langue, c'est la création nationaliste. Là, je suis en totalement désaccord avec vous, Alexandre Galievitch. Vous devriez savoir que la langue ukrainienne s'est cristallisée à la fin du XVIIIe siècle, notamment avec Kotler-Aryskil, l'Énéide, quelques années avant la cristallisation littéraire de la langue russe avec Pouchkine et Gogol, ukrainien d'origine d'ailleurs. Donc là, ce sont des discours qu'on a tenus tout au long du XIXe siècle, notamment à la fin du XIXe siècle, avec la russification accrue sous Alexandre Ier. Après aussi les oukases qui interdisaient toute forme d'expression de la langue ukrainienne en Russie, l'oukase de Nicolas Ier en 1863 et l'oukase d'Ems d'Alexandre II. Donc quand on étudie scientifiquement la langue ukrainienne, elle existait depuis longtemps. Ce n'est pas une création artificielle, pas plus que la langue russe. C'est comme si on disait que la langue russe est une création artificielle. C'est un dialecte slavon influencé par du bulgare ou du slavo-macédonien. On ne doit pas faire le mélange entre les dialectes qui existaient. Et donc, il y avait beaucoup de dialectes de malorossiens, petits russiens, qu'on les appelle, qui étaient tout à fait différents. Ils étaient unifiés par les nationalistes polonais pour créer la chose artificielle. J'aimerais que vous me trouviez les sources. Parce que les Ukrainiens parlent les dialectes différents. Et ils ne pas sont si prononcés que ça qu'ailleurs. Hein. Bon, il y a quelques différences, mais il y a intercompréhension. Non, ils sont différents. Ils sont très différents, même parmi les Ukrainiens de l'ouest de l'Ukraine. Et non pas la moitié orientale. Il y a aussi des formes différentes entre le russe qui est parlé dans la région de Novgorod et celui qui est parlé dans la région de Kursk. Il y a aussi des différences. Je le reconnais, mais je le reconnais. Mais création de la langue nationale se produit seulement avec l'État. C'est ce qu'a Ernest Gellner Quand vous êtes un adepte d'Herder, vous devriez savoir que forcément la création d'une langue, l'existence d'une culture n'est pas le résultat d'une volonté étatique, mais peut précéder la constitution de l'État. Il y a les langues du peuple et la langue nationale. Ce sont les choses différentes. La langue du peuple toujours est composée par les dialectes. Il n'est pas unifié. Il n'a pas la structure bien définie. Il n'a pas aussi le sens juridique. La langue nationale, c'est quelque chose toujours, même la langue nationale russe a été créée artificiellement par l'État et non pas été... Ça, c'est le cas de la Russie, parce qu'il y a la Russie, il y a beaucoup d'analogies entre la construction de l'État russe et son renforcement avec celle de la construction française. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a une compréhension presque intuitive et instinctive entre les élites françaises et russes. Georges. Alors, pour revenir sur l'histoire des langues, il est vrai que si je vais pas rentrer dans la querelle entre Russie et Ukraine, je suis une sorte d'arbitre, d'une certaine manière, mais concernant la France, il est vrai que la langue française s'est créée à partir de la monarchie absolue, avec la création de l'Académie française par Richelieu. Bon. Mais cette création voulue par l'État reposait déjà sur une base linguistique développée en France. Et cette mise en place de l'étatisation de la langue a provoqué une très grande disparition de la richesse de la langue française. Si vous lisez par exemple un François Villon
qui écrit dans un français très populaire qu'on ne retrouve plus au grand siècle. Je suis sous tout à fait Louis d'accord. XIV. La langue nationale tue les langues organiques, les langues naturelles, les langues historiques. C'est la nation, l'État-nation moderne, c'est ce qui tue la culture proprement dit populaire, parce que ça propose la vision complètement différente de l'identité individuelle, qui demande l'autre forme de communication basée sur la langue nationale. Je suis contre les langues nationales pour les langues, disons, organiques. Mais ce que je veux dire, c'est que, à propos, quand la Russie actuelle défend l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale dans la version soviétique, c'est la réaction contre les créations des autres mythes, les mythes des mythes hostiles par rapport à la Russie, à l'époque impériale et soviétique de la Russie, proposés promu par Tout à les fait, États-Unis. Alexandre, mais il y aurait pas C'est une géopolitique. il y aurait pas une manière beaucoup plus fine, beaucoup plus intelligente, qui prêterait moins à critique de viser simplement Dans la un guerre peu plus comme dans la d'objectivité. guerre, c'est donc, Peut-être, mais on bon. attaque, nous, les Atlantistes nous attaquent, parce que si, par exemple... Il faut relire Sun Tse, par exemple. si peut-être. on- Il a attaqué d'une manière moins en quelque sorte clausewitzienne, mais beaucoup plus Peut-être. fidèle. Mais si, parce que Imaginons une situation, s'il n'existe pas les États-Unis, je serais le premier défenseur de l'identité ukrainienne, bélorussienne, tchétchène, géorgienne, parce que pour nous, les eurasistes, ce sont les richesses. Mais quand le nationalisme devient les instruments géopolitiques de nos amis, ennemis, de nos ennemis absolus, géopolitiques, les Alexandre Atlantistes, Guélévi, je renverse votre il faut argumentaire. réagir. Je renverse votre argumentaire. Vous ne croyez pas que justement, en maintenant ces contentieux, qui sont pas nouveaux, entre justement les partisans de la souveraineté culturelle et politique ukrainienne ou bélarussienne, etc., et vous faites le jeu des Américains, qui en fin de compte ont des leviers pour justement, au contraire, développer davantage la stratégie d'encerclement, d'anaconda qu'ils font autour de la Russie. On peut vous aussi vous rétorquer cet argumentaire. Oui. Ce que veulent les Américains, ils veulent créer les nationalismes ukrainiens, bélorussiens, russes aussi, parce que le nationalisme russe, qui serait Ethnique, anti-caucasien, voilà, ethnique, voilà. anti-ukrainien, anti-bélarusse, qui n'existe pas d'ailleurs, pas encore. Peut-être ça ira, mais ça n'existe pas. Grâce à la manipulation avec les nationalismes, les Américains veulent détruire l'unité et Justement, communauté historique des peuples. Justement, je voulais poser une question, Alexandre Guélévi. Que vous inspirent les récents événements de la place du Manège du 11 décembre? Et surtout, moi, par exemple, je pense à la réaction du chef du conseil des mouftis qui a accusé le Kremlin d'islamophobie. On nous vante pour souvent le modèle multiculturel russe comme étant relativement équilibré, relativement harmonieux. Et là, il semblerait qu'il y ait des fractures. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose de profond? Est-ce qu'il y a quand même des véritables problèmes de cohabitation entre des ethnies qui sont quand même culturellement parfois éloignées, malgré votre vision eurasiste et eurasienne générale, quoi? L'harmonie entre les ethnies et les cultures en Russie, c'était l'héritage impérial. L'empire n'est pas l'État-nation. L'empire, c'est toujours don aux communautés ethniques, culturelles, même religieuses. Avec quelques réserves quand même, le cas ukrainien et d'autres, bon, on va pas y revenir, mais bon. L'idée de l'empire, parfois, et toujours il y a les excès. Je ne suis pas d'accord. Mais vous savez, on peut en parler d'autant plus à l'aise que nous sommes des impériaux tous les deux. Vous êtes avec des impériaux, c'est qu'en France, ce n'est pas une espèce qui est très répandue. Comme Hélène Benoît, nous sommes partisans de la subsidiarité. Nous sommes le partisans pour le respect strict des cultures minoritaires, de leur autonomie, et surtout du respect de leurs racines culturelles. Donc lorsqu'on voit par exemple que l'Empire russe prend des mesures d'interdiction stricte de la langue ukrainienne, là on se dit que, bon, mais ce n'est pas véritablement une vision de l'Empire telle que nous la voulons. C'est plus une vision jacobine et centralisatrice, semblable à celle de la France la répression, la suppression des Ukrainiennes et de leur nationalisme, c'était aussi géopolitiquement fondé, mais c'était le phénomène du 19e siècle. Quand ça s'est poursuivi au 20e siècle, Alexandre Guélévi. On va dire aussi. À part quelques interruptions. À partir du 19e, quand l'Empire s'était déjà très modernisé, à l'exemple de l'Europe, quand notre élite était européénisée. Oui, romano-germanique,
ethnique, comme on dit, comme disait le police raciste. Oui, c'est précisément ça. C'est ce que j'ai en vue, ce que l'empire se base sur coexistence des cultures. Et jamais notre histoire ne savait pas, histoire russe, des conflits entre les religions, entre l'islam et le christianisme. C'était l'histoire de l'Europe, c'est toute l'autre chose. Il y a eu quand même la guerre du Caucase avec l'émir Chamil. Ce n'était pas la guerre religieuse, c'était la guerre. Mais il y avait un aspect religieux. Non, absolument. Une petite dimension religieuse quand même. Aucune dimension religieuse de côté des Russes. Et c'était purement la guerre politique sur le contrôle sur la stratégie. Chamil avait lancé un djihad quand même contre les Russes. C'est pour ça. Après, il est devenu citoyen russe bien loyal. C'était les guerres politiques. Les guerres politiques qui parfois provoquent la consolidation de certaines minorités autour de certaines idées religieuses. Mais ce n'était pas perçu jamais ni par les musulmans, par exemple, de Tartarie, ou des bashkirs russes, comme la guerre des musulmans contre les chrétiens, ni par les Russes comme les chrétiens contre les musulmans. Jamais, personne ne disait ça. En même temps, maintenant à la manège, quand il y a beaucoup de problèmes parce que la Russie seulement maintenant, devient l'État national. Mais en devenant l'État national, ça veut dire qu'il y a les problèmes des minorités ethniques, culturelles, confessionnelles. C'est le jacobinisme, le nationalisme européen. C'est seulement. On ne sait pas qu'il est déjà présent à l'époque soviétique. Et même à l'époque tsariste, quand même. Dans les quand on regarde bien l'histoire, beaucoup moindre peut-être, mais quand même, il y avait déjà les éléments. Maintenant, on arrive vers le nationalisme en Russie, parce que si on considère la Fédération russe non pas comme l'empire, mais comme l'État national, on se demande quelle est nationalité, quels sont les traits de cette nationalité. Oui, c'est la différence entre Ruski et Rossiani, par exemple. Donc, il y a deux notions on cherche de trouver quelques solutions. Russe mais, ethnique, oui, il y a les différences, mais ce n'est pas encore décidé. Donc, on est en quête dans cet État naissant, national et nationaliste, on est en quête de l'identité. Je suis contre la nation, l'État-nation. Je suis contre que la Russie devienne le pays, l'État national. Mais si je crois que Poutine est en faveur, par exemple. Mais je suis contre. J'opte pour la Russie empire. La Russie qui peut laisser libre les cultures et les ethnies de se développer. Disons, mais la seule chose qu'on demande d'être loyal et ne trahir pas nos ennemis géopolitiques. Si on reste loyal, on ne peut que garder son identité. C'est l'attitude eurasiste. Mais précisément, cette attitude n'est pas acceptée par Poutine. Poutine est plutôt nationaliste, Medvedev est pour la société civile, et finalement, l'eurasisme ne trouve pas l'acceptation. Oui, il y a quand même eu des discours officiels de la part de l'État visant, à montrer qu'on est partisan d'une société harmonieuse, d'une société multiculturelle. Poutine a fait des déclarations récentes là-dessus. Poutine, c'est des déclarations, vous me direz. Quand même, il dit beaucoup de choses qui ne reçoivent pas de suite. Après, mais finalement, ce qu'il est clair, c'est que nous assistons à la crise de l'identité dans notre société. C'est la crise historique, c'est la crise, disons, de conscience. Parce que il y a les gens de Caucase du Nord qui sont bien les citoyens russes. Ils sont les caucasiens très. Ils sont en droit des citoyens russes. Voilà, ils sont les citoyens russes par le juridiquement. Voilà, tout à fait. Il vient dans les villes russes peuplées par les Russes slaves en parlant russe, avec la culture différente. Et quand il vient, personne ne les dit
comment on doit se conduire, quels sont les composants de l'identité. On ne les propose rien, absolument. Ils sont perdus, ils perdent leur identité, disons, traditionnelle, ethnique, enracinée, mais ils n'acceptent pas, ils ne reçoivent pas l'autre identité. Il y a un vide, en quelque sorte. Parce que nous, les Russes, nous, les Slaves aussi, il manque chez nous l'identité. Parce que c'est toujours l'ambiguïté des peuples qui ont porté un empire, où ils ne sont pas interrogés sur leur identité profonde du temps où ils étaient noyés dans l'empire. Alors, cette situation, on la retrouve en France. Qu'est-ce que l'identité française aujourd'hui ? Je suis personnellement incapable de vous répondre. Parce que le français aujourd'hui, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ? Mais donc, on va disparaître de telle manière. Parce que si il y a quand même la chance d'essayer de former des élites. Oui. Alors, Alessandro Guillevi, je voudrais revenir un petit peu sur les fondamentaux de l'eurasisme. Bon, on a bien vu à travers les propos qui viennent d'être prononcés que il y a parfois des difficultés à articuler les priorités entre les impératifs géopolitiques et identitaires. Bon, rappelons que le premier euranisme est né d'une interrogation identitaire de la Russie par rapport à l'Europe, d'un rapport de fascination-répulsion qu'elle a longtemps entretenu. Et pour faire simple, les premiers eurasistes prônaient à la fois une identité russe qui se confrontait à l'élément touranien, l'élément turc, qui était une identité composite, et d'autre part, c'était un rejet du modèle européen, perçu comme le modèle romano-germanique, mais parfois confondu avec l'Occident, avec le message rationaliste, universaliste, messianique, etc., etc. Bon, vous avez repris certains fondamentaux de l'eurasisme, vous avez aussi peut-être moins marqué par la pensée de Gumilyov, mais vous avez rajouté au-dessus une dimension métaphysique avec les catégories de la pensée traditionnelle et aussi une dimension géopolitique sur laquelle Georges reviendra, avec notamment la pensée de Haushofer, de Mackinder que vous avez développée. Nous voulons poser une question un peu par rapport justement à l'identité russe par rapport à l'Europe. Bon, beaucoup de nationalistes révolutionnaires ou d'identitaires prônent aujourd'hui une européanité de l'identité russe. L'identité russe est fondamentalement européenne, non seulement dans ses fondements, mais jusqu'à nos jours. Alors que vous dites, vous répondez négativement en disant que la Russie représente une civilisation à part, qui s'est coupée de l'Europe. Quel est votre point de vue là-dessus ? Pouvez-vous le développer un peu ? Bon, mais donc il y a certains changements que nous autres néo-eurasistes on a apporté à l'eurasisme classique. C'est ce qui le point plus important de l'Occident, c'est déplacer à partir de l'Europe vers les États-Unis. Oui, donc on fait la distinction en continuant l'idée d'Alain de Benoît de la nouvelle droite européenne, ce qu'il faut distinguer l'Europe et l'Occident. Néo-eurasistes sont contre l'Occident, mais finalement l'Europe pour nous représente comme allié. Comme l'allié, mais ce n'est pas n'importe quelle Europe. Europe indépendante, Europe puissante. Et sur le plan culturel et sur le plan spirituel. Spirituel. Dans l'idée qui a été celle de l'Europe, dans nos racines indo-européennes, dans nos racines boréennes, dans nos racines indo-européennes, telles que l'a développé par exemple, Dominique Vénère, je sais pas si vous voulez son ouvrage, Histoire et tradition des Européens. Nous avons tendance à penser que, pour des raisons totalement différentes, nous nous sommes éloignés de notre modèle primordial, notre tradition primordiale, pour reprendre le langage guénonien, avec la modernité, avec l'avènement de l'individualisme de masse, etc., et de la sécularisation de la vision du monde judéo-chrétienne. Et nous pensons que nos frères russes ont fait aussi un phénomène similaire, mais pour des raisons totalement différentes. C'est-à-dire, c'est la parenthèse mongole, avec la Horde d'Or qui a, entre guillemets, asiatisé des Slaves de l'Est qui, jusqu'à la Ruthénie de Kiev, la Rousse de Kiev, étaient restés connectés à l'Europe à travers le développement politique, religieux, et culturel, etc. Et on pense que pour ces deux raisons, nous sommes amenés à faire un chemin similaire, à retrouver chacun nos origines boréennes, et surtout, nous prenons, un peu à votre différence, mais l'avènement d'un empire grand continental qui puisse unifier, bien sûr, dans des dimensions qui restent à préciser, dans des modalités pratiques qui restent à préciser, qui visent à réunifier l'ensemble du continent eurasien, de Galway jusqu'à Vladivostok. C'est un peu la grande différence qui nous oppose par rapport à cette vision. Bien sûr, il est évident que c'est l'histoire qui répondra, et bien sûr le peuple russe, dans les événements qui seront, mais
Comment percevez-vous cette différence? Comprenez-nous un petit peu, nous, nos interrogations et nos souhaits, nos désirs par rapport à ça. Je crois que premièrement, je suis tout à fait d'accord si l'Europe revient à ses racines, retrouve ses racines. Ouais, c'est notre souhait le plus cher d'ailleurs. Je crois que c'est impossible, mais quand même c'est souhaitable. Je crois que en retrouvant ses racines, l'Europe peut se sauver. Mais notre Europe ne se fera qu'au bord du tombeau, comme parce disait que Nietzsche, sinon l'Europe va disparaître. Bien sûr. Complètement disparaître de l'histoire. Parce que comme la continuation des États-Unis, c'est la mort stratégique, culturelle, etc. Si l'Europe ne revient ne fera le retour de la modernité vers la prémodernité, vers la tradition, l'Europe sera finie, parce que la postmodernité telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est fini, c'est la fin. Mais en même temps, je ne crois pas que la Russie actuelle et notre société est la partie de l'Europe. N'est pas l'Europe, c'est l'Eurasie, c'est la civilisation actuelle et le fait des Mongols dans notre histoire, ce n'était pas le fait négatif. Oui, bien sûr. Parce que nous avons conservé, par rapport aux Bélarusses et petits Russes, nous avons conservé l'identité orthodoxe, russe orthodoxe, sans influence du catholicisme, qui a affecté beaucoup les tendances uniates qui européisaient les anciens slaves de Russie, de Kiev. C'est donc notre civilisation russe, proprement russe, a été développée dans le contexte de l'État moscovite, qui finalement c'était synthèse entre Donc, conformément aux premiers eurasistes, vous pensez que les véritables racines de la Russie, c'est plus dans la Moscovie que dans la Russe de Kiev? Russe de Kiev. C'est vrai que Savitsky, Vernadsky avaient des points de vue un petit peu très ambivalents là-dessus. Très proche. Je fais dans mon cours sur l'histoire géopolitique de la Russie, le tableau de la Russie de Kiev, qui pouvait théoriquement se développer dans les directions différentes. Mais finalement, ce n'était pas par hasard que la direction orientale de la Russie, dans le sens de Moscou, de Vladimir, a triomphé historiquement, parce que c'était le destin de la Russie d'être la civilisation et non pas la partie de l'Europe. Si on va en quête de nos racines russes, on va vers la Byzance, l'empire byzantin, vers le christianisme et peut-être vers la tradition ancienne slave pré-chrétienne, même avec la direction des cultures et des empires nomades des steppes qui étaient faits par les Scythes. Par contre, vous n'accordez pas beaucoup de place aux cultures pré-chrétiennes, enfin aux tribus slaves orientales. Il y a leur héritage aussi, bon, même s'il s'est dilué depuis au fil des siècles, et quand même c'était aussi très important. Et là, c'était une vision du monde qui nous réunissait tous Européens quelque part. Ils étaient restés connectés je ne comprends pas. Mais vous étiez dans ce monde, Georges Dumézil, il avait son idéologie très fonctionnelle, mais vous verrez que le monde slave oriental était très proche des autres déclinaisons, des autres rameaux de l'Indo-européanité. Oui. Nous partagions la même vision du monde, oui. Nous étions du même monde, c'est après qu'il y a eu une rupture et un éloignement. La rupture n'était pas par hasard. Et ce rupture-là avait ses fondements géopolitiques, idéologiques, métaphysiques, etc., etc. Vous avez une vision providentialiste et messianique, quelque part, des événements qui sont arrivés. Peut-être parce que l'histoire n'est pas casuelle. Je crois que finalement, la Russie actuelle a l'héritage de la civilisation particulière eurasienne, qui doit être alliée de l'Europe indépendante, qui peut suivre ce cours de retour, mais il y a peu de signes que ce retour va être accompli dans l'Europe actuelle. Aussi, il y a peu de signes qui témoignent que quelques itinéraires pareil, semblable, va être accompli en Russie. Donc, nous sommes dans le même bateau, quelque part. Enfin, on est sur le même continent, on est sur le même continental bloc, comme disait Haushofer. Je crois que l'Europe a fait la voie beaucoup
beaucoup plus longue vers la dégradation Bien sûr. et perdition Mais finale. comme disait Guénon, peut-être qu'on sera les premiers, justement, Peut-être. par une réversion du Peut-être. cycle. Bon. C'est voilà. Oui, Qui voulait, voilà. Guénon pensait toujours que c'est Dolorien qui viendra Oui. la salvation. Oui, Ouais. oui, c'est- Mais je crois, j'aime beaucoup l'Europe, mais je crois que l'Europe actuelle, finalement, se trouve sur le bord du néant, proprement dit. Je souhaite que l'Europe se réveille. Vous savez, Alexandre Guélevich, une mais question. c'est En à fait, vous- que à vous quand, à quand, faire. quand on étudie justement, bon, moi c'est mon cas, j'étudie depuis longtemps, donc les manifestations de l'identité russe, les débats mémoriels et historiques. Fondamentalement, quand on étudie justement les questionnements identitaires russes depuis au moins le début du XIXe siècle, on voit qu'il y a un fil rouge quelque part. Est-ce que véritablement le questionnement identitaire russe profond, ce n'est pas un questionnement par rapport à son européanité? C'est un véritable rapport à ses origines européennes. Et je vous dis ça sans arrogance, c'est ça de ma part. Non. C'est un questionnement, je vous pose la Je question. crois que- On a cette impression en tout cas, vous voyez, quand on étudie l'histoire russe, la culture russe sur la longue durée, moi c'est vraiment le sentiment qui me vient à l'esprit. De voir qu'il y a un questionnement, c'est toujours par rapport à l'Europe. Il y a un rapport passionné, un rapport de fascination-répulsion par rapport à l'Europe. Quelle est notre place à l'Europe? Est-ce que nous sommes retardés? Ou si nous ne sommes pas retardés, est-ce que nous sommes autres, quelque part, pour essayer? Est-ce qu'il n'y a pas un complexe, quelque part? Je vous dis ça, un Peut-être. complexe d'infériorité, supériorité, Peut-être. qui va se conjuguer selon les périodes, voilà. On a vraiment il n'y a pas un rapport, apaisé par rapport au reste de l'Europe. Non, non. Il y a Parce toujours un que rapport de l'Europe- domination, il y a toujours un rapport de crainte. L'Europe Voilà, pousse, c'est- l'Europe est universaliste, l'Europe Mais elle n'a pas pense toujours que c'est été. Elle ne l'a pas toujours été. presque toujours, Depuis le christianisme, depuis le catholicisme, depuis Surtout. l'œcumène catholique. mais c'était les Grecs, c'était les Romains qui considéraient les autres peuples comme le peuple attardé. Donc il y a certains universalismes européens que nous rejetons. Quand nous sentons les Russes, nous sommes sensibles par rapport à cette volonté de se présenter comme quelque chose d'universel. Quand Européen vient chez nous, il nous dit c'est bien, c'est mal, c'est comme il faut, ce n'est pas comme il faut. Donc il y a certains impérialismes européens, même dans la modernité ou dans la colonialisation, c'est toujours l'idée de prendre les valeurs européennes Nous avons comme été les occidentalisés, valeurs ça, c'est pas universelles. l'Europe, c'est l'Occident, ça. C'est C'est l'Occident. Nous faisons bien la Mais différence finalement, comme vous, voilà. Donc, oui, si on fait je suis tout à fait d'accord avec cette séparation, mais les Russes, la culture russe réagit précisément contre cette équation entre les valeurs européennes et les valeurs universelles. Oui, bien sûr. On est attiré par les valeurs européennes en tant qu'Européennes. Nous ne demandons pas, en revanche, ce que les Européens étaient, disons, attirés par les valeurs russes. Mais ce n'est pas nécessaire. Mais quand on nous pose les valeurs européennes comme les valeurs, disons, universelles, on est contre. C'est pourquoi ce n'est pas valeurs occidentales, contradictoire. en fait. Voilà, Ce n'est pas contradictoire aimer l'Europe et haïr l'Europe. C'est tous les deux aspects se trouvent dans notre âme russe. Oui. Nous sommes l'autre. c'est perceptible, Nous, vous savez, quoi. nous sommes autres. Nous ne demandons pas d'être reconnus comme tels, mais nous sommes autres. Nous pouvons aimer l'Europe si on n'aimait pas, mais nous ne sommes pas obligés d'être européens. Nous avons le choix, et nous pouvons choisir. Et je crois que parce que c'est de l'Europe qui vient de plus mot dans notre histoire, c'est l'occidentalisation qui a détruit et perverti notre élite, qui a causé tant des choses négatives, ce que nous préférons rester un peu tranquille à soi-même, parce que ce qui est absolument certain, c'est que les valeurs européennes, la modernité, le temps linéaire, le progrès, ce sont les valeurs géographiquement définies et historiquement dans le contexte historique. Donc, Oui, ils ne sont le pas... noyau, ce que vous Oui. dites, le noyau britannique, français et un petit peu allemand. Oui. Avec l'Allemagne, Carl les Eugène. Lumières. Nous et, avons, par exemple, nous l'Aufklärung. avons l'autre anthropologie. L'anthropologie russe, ce n'est pas l'anthropologie européenne, parce que pour nous, l'individu a beaucoup moins de la significance. Nous avons, par exemple, dans
le scolastique, dans la querelle scolastique sur l'universalia, l'anthropologie russe se base absolument sur la vision de Scott et Eugène sur universalia interim. Pour nous, la société, c'est tout. Et l'homme, c'est rien, proprement. L'individu, c'est quelque chose qui n'importe pas. Quand on déplace le contexte vers l'ouest, on devient de plus en plus individualiste. C'était géopolitiquement, culturellement évident. Mais bon, nous avons l'autre temps. Notre temps est plutôt messianique ou cyclique. Et pas, ce n'est pas le progrès, ce n'est pas le temps linéaire. Nous avons l'autre concept de l'État, parce que c'est l'État paternel. Pour nous, le chef d'État, c'est le père. C'est pourquoi on peut déplorer qu'il est mauvais, mais on l'aime. Oui, c'est un autoritarisme patrimonial, comme on le définit. Oui. Alors justement, par rapport à ça, je donne la parole ensuite à Georges. Peut-être encore un petit motif de divergence. Nous avons tendance à concevoir que dans cette vision civilisationnelle, multipolaire, le Bélarus et l'Ukraine sont rattachables au niveau de leur histoire, de leur civilisation profonde, à l'Europe, tel que nous le concevons. Et que justement, partiellement, mais les fractures qu'on peut trouver aujourd'hui en Bélarus comme en Ukraine, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure, ne sont que le résultat justement d'une longue domination russe qui a apporté des distorsions identitaires et des problématiques identitaires à l'intérieur. Comme un peu le cas de l'Irlande par rapport à l'Angleterre. On peut être d'accord jusqu'à certaines mesures, parce que la majorité des Bélarusses et la moitié des Ukrainiennes appartiennent à ce qu'on peut décrire comme la zone de la civilisation eurasienne, mais avec beaucoup des traits, beaucoup des aspects originels. Si on suit le racisme, on doit reconnaître ce droit à l'originalité et on n'aura aucun problème avec l'intégration. Il y a certains secteurs bélarusses avec les catholiques polonisés et aussi il y a le grand problème avec l'Occident, l'Ouest de l'Ukraine qui, à mon avis, ne sont pas assimilables dans la zone eurasienne. Je vais prendre un contre-exemple, un contre-argumentaire concernant par exemple l'Ukraine. Bon, je connais un petit peu la mentalité de son peuple. Si on prend les Ukrainiens russifiés de l'Est et du Sud, vous dites d'ailleurs dans plusieurs entretiens qu'ils sont descendants de Cosaques. Or, les Cosaques auxquels fait allusion, ce sont sûrement les Cosaques zaporogues, qui d'ailleurs ne parlaient pas un mot de russe avant la fin du XVIIIe siècle, contrairement à ce qu'a dit Gogol. Et d'autre part, surtout, on voit que la tradition politique de ces Cosaques n'a rien à voir avec la tradition politique eurasienne. C'est une tradition libertaire, ce sont des sortes de républiques de guerriers. Bon, il y a aussi un côté individualiste très développé en Ukraine, et même en Ukraine de l'Est. Donc là, on n'est pas dans la vision du collectif russe, quelque part. On n'est pas dans le mode civilisationnel eurasiste. Même dans le secteur russifié. C'est ça que... Et les Cosaques qui habitent dans les régions sud de la Russie actuelle sont les mêmes comme les Kazakhs ukrainiens. Cosaques du Don. Oui, Cosaques de Don, Kazakhs de Kobagne. Oui, les Cosaques du Kobagne viennent d'Ukraine. Hein. Ils ont été déportés par Catherine II. L'Ukraine n'existe pas. C'est la partie de l'espace. L'Ukraine, ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'État. C'est la terre. C'est la zone géographique. Donc, dans la Russie de Kiev, il existait 5 formes sociales. Vers le Novgorod, au nord, vers le nord, c'était presque démocratie teutonique, comme Ganzé. C'était dans le Polotsk et dans Galichina, Galich, il y avait les formes qui étaient plus proches aux sociétés féodales polonais. Vers l'Orient, Vladimir Souzdal, après Moscou, c'était la forme de l'État autoritaire qui proprement Moscovie. À Kiev, Pereyaslav, au sud, c'était les formes de Kazakhs, plutôt avec la démocratie guerrière, avec la peau. Oui, les Cosaques, c'est postérieur quand même. Les Cosaques apparaissent au XVe siècle. C'était les précédents, mais les premières ethnies slaves d'Orient, c'était aussi mêlé avec les peuples turcs. Pecheneg, Polovsk. Oui, c'était beaucoup c'était mêlé pas tant que ça. Il y avait une dialectique de combat entre la steppe et la forêt, pour reprendre les termes eurasistes. Il était dans le limite entre la steppe et la forêt. C'était une zone de contact, de conflit. Oui, il était le précédent de la culture kazakienne. Et dans Kiev, c'était la synthèse des 4
4 formes, parce qu'il y avait tous les aspects démocratiques de Vétier, de Nord, Oui, le Vétier, féodalisme, boyards, autoritarisme, les boyards, voilà. et même l'aspect des démocraties guerriers représentés par Gruzine, les Tchorné Kalpaki, Karakalpak, qui aussi participaient dans certaines décisions politiques. Donc, on avait le choix des orientations sociopolitiques, sociales, géopolitiques. Finalement, c'est l'Orient qui a gagné. C'est l'autre pays, le pays qui a été créé à partir de la Russie moscovite. C'était l'autre pays complètement, l'autre État, Et ça, là, nous l'autre rejoignons. civilisation. Nous, c'est aussi notre point de vue, c'est-à-dire que la Russie a divergé à partir de cette époque-là Oui. vers une forme Oui. orientale de pouvoir et aussi mentalement au niveau d'une Oui. conception aussi de la Et c'est religion. bien, il faut le reconnaître. Oui. Ça peut plaire ou déplaire. Ah non, mais moi, vous savez, c'est bon, notre personnellement, j'ai identité. tendance à le reconnaître. Bon, étudiant votre pays, votre culture depuis déjà plusieurs années, même si forcément ça me plaît pas forcément, c'est une réalité. Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, dans la mouvance identitaire et nationale en général, bon, c'est un fait qu'on peine encore à reconnaître et que bien sûr, bon, ça peut avoir des conséquences C'est notre identité diverses. orientale qui a gagné. Donc, toutes les autres identités sociales a été soumises par rapport à cela. Cosaques aussi, qui étaient révoltés beaucoup de fois contre le tsar. Novgorod, démocratique, bourgeois, aussi révoltés beaucoup de fois. Oui, Tout le monde- là, on peut considérer que la chute de Novgorod, Ivan III, Ivan IV surtout, mais c'est la fin d'une certaine Russie européenne au niveau politique. Quand on réfléchit. C'est plutôt Ouvert sur la la Baltique. Russie du Nord, c'était Novgorod. Oui, il y a une forme de démocratie, démocratie bourgeoisie, aristocratique et bourgeois, marchande, plutôt. oui, mais Oui, bourgeoisie qui est capitaliste. plus caractéristique d'une forme politique européenne que eurasiste. L'eurasisme, c'était lié finalement vers une partie de la Russie de Kievien qui était le parti La partie nord. non, parti Les marges. d'Orient. C'est l'eurasisme, c'était proprement dit, c'est Vladimir. Vladimir, Mais c'est voilà, la capitale. c'est le- Oui. le- c'est- le nord-est. Nord-est. C'est la- C'était l'origine de l'eurasisme en quelque sorte et de l'autre identité. Et la politique de Alexandre de Neva, Alexandre Nevsky, c'était la politique de l'alliance avec les Tartares contre l'Occident. Oui, c'est vrai qu'on retient le vainqueur de les la Allemands. Neva et du lac Tchou, du lac Pays-Pousse, mais après il est allé faire soumission Oui, au Khan, en même temps. et il s'est en servi même du temps. Khan pour Oui, éliminer oui. ses prétendants. Oui. En même temps, c'est l'alliance avec les steppes, avec les peuples nomades de la steppe qui a fait des Russes les eurasistes. Avant, c'était les autres Russes. Georges. Russes. Alors, j'ai une question à vous poser d'un point de vue géopolitique. Donc, nous sortons des questions de querelles, de mémoire, de géographie historique. Dans vos analyses, à la suite de la distinction opérée par Carl Schmitt, terre-mer, vous opposez la terre qui symbolise pour vous la tradition à la mer qui représente la modernité. Or, cette distinction intéressante n'est-elle pas au fond simplifiée et binaire ? Je m'explique. Toute puissance thalassocratique a besoin d'appui tellurique et réciproquement. Par exemple, la Seconde Guerre mondiale, les alliés anglo-saxons ont débarqué en Afrique du Nord et ensuite ont utilisé le ventre mou qui est la Méditerranée pour débarquer en Italie et ensuite en Provence. Donc vous voyez, il y a toujours la puissance thalassocratique se projette de la mer vers la terre et réciproquement les puissances telluriques de la terre vers la mer. L'Union soviétique, je crois, vous pourrez peut-être me contredire, a développé une importante armada dans les années Gorchkov. 1960-1970. Gorchkov, oui. Donc, n'est-ce pas quand même un petit peu simplifié ? D'autant qu'avec le réchauffement climatique, si jamais cela se réalise, Se vérifie. oui. vous pourriez vous retrouver, la Russie pourrait très bien se retrouver avec une immense façade littorale sur l'océan Arctique. Bah, c'est Ce déjà qui le- deviendrait une puissance thalassocratique de fait. Non, Schmitt a montré très bien dans Land und Meer, son livre Terre et mer. Hein. Terre et mer, Édition de Labyrinthe, 85. ce qu'il ne s'agit pas de la matrice de mer ou de la terre qui fait de l'État ou de la culture thalassocratie ou tellurocratie. Par exemple, les Espagnols, ils étaient, les maîtres de l'océan, tout en restant, comme montrait très bien Schmitt, tout en restant la L'esprit puissance tellurique. Et il sait
la peur des Espagnols par rapport aux Anglais, qui a causé l'autre tendance de l'histoire de l'Occident, de l'Europe, parce que c'était les thalassocrates qui ont gagné. Donc, si la Russie aura la possibilité de se développer comme la puissance maritime, ça sera la possibilité, la probabilité de la victoire de la terre sur la mer. Et c'est par la même logique, sont les thalassocrates de la mer qui veulent contrôler Rimland, donc les espaces terrestres qui entourent l'Eurasie. Donc les façades littorales du continent eurasiatique. Oui, c'est précisément la Terre veut aller vers la mer pour faire la victoire, pour vaincre la mer. Et la mer vient à la Terre pour vaincre la Terre. C'est donc, ce sont les identités beaucoup plus profondes qui ne correspondent pas, à structure des côtes. Une simple structure géopolitique. Oui. Vous rentrez dans le symbolique, dans le métaphorique, dans la philosophie de l'histoire et même une sorte de philosophie de la géographie. Et ce qui est intéressant, quand j'ai commencé de faire les travaux scientifiques au cours de l'université d'État de Moscou, j'étais obligé de préciser un point. Quelle est la place de la géopolitique dans le contexte des sciences? Le problème qui n'est pas encore résolu. Je suis arrivé à la conclusion qu'il s'agit de discipline sociologique. Parce que quand on parle des terres et des mers, on ne parle pas seulement des entités géographiques, mais des sociétés correspondantes. Par exemple, la société japonaise, Japon, qui est l'île, ce n'est pas la société maritime, c'est la société typiquement tellurique, ce qui Haushofer a montré très bien. Donc, il s'agit non pas des continents physiques, mais des continents sociaux, des sociétés. Et donc, dans la vision géopolitique, il y a deux niveaux qui se sont projetés l'un sur l'autre. Le niveau géographique et stratégique et le niveau social, donc sociologique. Et la géopolitique, c'est la discipline qui opère avec tous les deux niveaux. Ils se correspondent, il devient il s'unifie dans la même vision, la vision géographique stratégique et la vision sociologique devient une vision. C'est pourquoi on ne peut pas changer l'identité de la société si, par exemple, cette société commence à explorer l'espace maritime. Les Espagnols, déjà évoqués, ont créé l'empire de mer sans perdre leur identité tellurique au niveau de la société. C'est ce que Carl Schmitt précisément a montré. Oui, mais il y a un petit point que Carl Schmitt n'aborde pas, c'est le cas français. Puisque la France possède une importante façade continentale, historiquement c'est une puissance continentale, oui. Mais la France possède aussi une importante façade maritime. Mais ça n'était pas développé, ça n'a pas affecté la conscience des Français. Je ne crois pas qu'il y a vraiment atlantisme ou thalassocratie dans l'esprit de la culture française, seulement peut-être dans certaines élites anglophiles. Non. Robert Stocker avait montré dans ses travaux géopolitiques que la France avait manqué de développer justement ses potentialités maritimes au XVIIIe siècle dans sa lutte contre la thalassocratie anglaise et surtout dans une lutte stérile contre la puissance continentale allemande ou Habsbourg à l'époque. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais la puissance maritime au développement des possibilités maritimes dans le cas de la France, ça ne veut pas dire que il irait nécessairement contre l'identité terrestre et tellurocratique de la France. Ce développement maritime ne signifie pas, ne devrait... Un changement de mentalité. Oui.
Non. C'est-à-dire, le français peut très bien se projeter Oui. au-delà des mers, Oui. tout en gardant son esprit Comme les tellurique, Espagnols. comme les Espagnols, et non pas en devenant une sorte Absolument. d'anglo-saxon. Et les Allemands qui, à partir de dernière des décennies du 19e siècle, est devenu la puissance terrestre, ne l'était pas avant, parce que pendant les guerres napoléoniennes, c'était la France qui était la puissance terrestre et tellurocratique. C'est peu changé. Donc, l'Allemagne n'était pas unie dans cette époque. Mais ce qui est très important, c'est découvrir l'identité géopolitique des sociétés. Ça nous aidera beaucoup de rectifier l'attitude par rapport à la discipline géopolitique qui devient tout à fait logique et tout à fait cohérente. Sinon, on toujours se perd... tout en veillant à ne pas tomber d'un certain réductionnisme, en montrant que les approches sont quand même plurielles, que l'approche géopolitique est un paramètre qui permet d'éclairer le destin des peuples et des civilisations. C'est à partir de diaphora en grec, c'est à partir de différences qui s'est construit la rationalité humaine. Donc, penser, c'est distinguer, différencier. Différencier, c'est la première forme de la différenciation, c'est une et l'autre. Donc, cette différence on retrouve dans la structure des ethnies. Les ethnies, et même les collectives, les formes plus archaïques et plus simples de la société sont basées toujours sur le dualisme. C'est donc, il y a toujours quelques dualismes, même dans les groupements, dans les collectivités plus archaïques. Et ce n'est pas, il y a certains préjudices qu'on regarde, par exemple, la société plus simple comme continuation de la famille. Ce n'est pas la famille qui fait la société, deux familles différentes et étranges par rapport à eux pour qui donner la possibilité de faire les mariages légitimes. C'est donc deux familles, donc dualité. Certaines dualités, c'est Claude Lévi-Strauss a montré très bien, est au centre de la société. La société est fondée sur le dualisme. Georges. Alors, j'ai une autre question à vous poser qui est moins géopolitique, qui est beaucoup plus politique. Quel jugement portez-vous sur un des grands... une grande personne qui est souvent vilipendée par les médias occidentaux, le président du Bélarus, Alexandre Loukachenko? Que pensez-vous? Je l'aime beaucoup. Je crois qu'il est beaucoup plus cohérent et beaucoup plus, disons, consistant que Poutine, par exemple. On dit que les rapports sont exécrables entre les deux. Oui, ce sont terribles. Oui, les rapports entre Poutine et Loukachenko sont très mauvais maintenant. Mais je suis le partisan de Loukachenko. Je crois qu'il a trouvé la forme de l'État, de système social qui correspondent à ce que les gens veulent. Il est vraiment démocrate. Il est autoritaire parce que le peuple veut certains aspects. Les Biélorusses le veulent. Il veut certains aspects de paternalisme. Il est populaire. Il n'a pas donné à l'oligarchie libérale de créer le système de la corruption comparable à ce qui s'est produit en Russie dans les 90 et que Poutine n'a pas amélioré fondamentalement. Donc, je suis, partisan de Loukachenko. Cette guerre un petit peu des nerfs qui a eu lieu récemment entre les gouvernements russes et bélarussiens, les déclarations ronflantes, le documentaire qui a été projeté sur la télévision d'État russe. Je déplore tout ça, je soutiens Loukachenko. Je crois qu'on reste, la Russie et la Biélorussie, dans le même cadre, dans le même paradigme géopolitique, ce que les choix stratégiques de Loukachenko et de Poutine sont les mêmes, finalement, en dernier compte, et je déplore cette querelle des familles que je compare surtout avec les frères se retrouvent en brouille. Donc, en plus, Loukachenko a fait le choix politique de la constitution progressive d'une identité bélarusienne, panslave et néo-soviétique. Contrairement à l'identité héritée de du Grand-Duché de Lituanie, de l'autre historiographie et l'identité bélarusienne. Je crois qu'il a fait ce choix-là. Mais en même temps, il aide
a développé certaines identités bélorussiennes particulières, historiques, qui est tout à fait différent par rapport à l'identité des grands Russes. Et dans ce cas, je le soutiens absolument parce que finalement... Quand on dit un peu des Bélarussiens, moi c'est mon cas, bon, il y a des mentalités quand même différentes avec les grands Russiens. Oui, on le différent. voit. Et c'est bien parce que c'est la richesse de notre ensemble. Il est pour l'unification avec la conservation de de l'identité particulière. Et c'est tout à fait eurasiste. C'est tout à fait eurasiste. Donc, je suis le partisan de Loukachenko, beaucoup plus même que des autres. Aussi, ce qui est eurasiste, c'est Nursultan Nazarbayev de Kazakhstan, Bien à sûr. mon avis, qui a appliqué les principes eurasistes avec grand succès, parce que il a créé l'État national Kazakhstan sans gêner vraiment les Russes et les autres ethnies et groupements qui habitent là-bas. C'est donc, à mon avis, c'est Même s'il développe une identité kazakh quand même. Hein. Bon, il y a eu des- mais donc il fait ça avec le prudence, avec certains tacts. Je crois qu'il utilise probablement le racisme pour arriver à ce but politique avec grand succès. C'était extraordinaire. Je crois que Loukachenko et Nazarbayev sont plus eurasistes que Poutine. Mais la situation est comme telle. Ce que sans Russie, on jamais ne pourra construire quelque chose de raciste. C'est donc, on est plus... Votre racisme est russocentré quelque part. Et Absolument. la Russie est à l'origine. C'est par l'histoire, par la géographie et Il ne par trouve la son sens société. que par rapport à l'ethnos russe et à son rôle qu'il a joué dans cette construction que vous appelez de vos voeux quelque part. C'est l'ethnie ethnos russe, si on parle de grande russe, parce qu'il était comment le noyau ethnique de royaume moscovite. Après, c'était comment le noyau, le centre de l'empire eurasien, proprement dit. Alors justement, concernant votre vision du néo-raciste, une observatrice universitaire, Marlène Laruelle, a défini un petit peu votre démarche comme une sorte d'habit neuf de nouvelle déclinaison de l'éternelle idée impériale et étatique russe. Est-ce que son point de vue est fondé selon vous? Je ne crois pas. L'idée de l'État eurasien, ce n'est pas seulement russe. C'était aussi l'idée des Scythes, l'idée des Turcs, l'idée des Alans, l'idée des créations de l'unification de grands espaces européens. Oui, mais avec l'idée que les Russes jouent un rôle prépondérant dans ce phénomène, dans ce processus. Dans certaines périodes historiques. Ils ont à jouer ce rôle prépondérant quand même. Précisément à partir de 15e siècle, à partir 15e siècle, c'était les Russes qui étaient au noyau, les grands Russes, le Velikoross, qui jouaient ce rôle historiquement. Voilà. Je ne crois pas qu'il existe maintenant les autres ethnies capables de jouer au futur. Mais je ne l'exclus pas théoriquement, parce que si nous continuerons de vivre comme nous vivons aujourd'hui, un jour, nous perdrons la possibilité de rester ou de revivre en tant comme les constructeurs de cet empire eurasien. D'accord. Dernière des questions un peu plus légères, Alexandre Gelevich. Vous êtes un personnage médiatique, donc vous êtes ouvert aussi à tous les phénomènes qui agitent la société. Hein. La pensée eurasiste, c'est pas des visions ouvertes et il y a un avis à apporter sur toute forme de problème. Nous sommes très cinéphiles à Méridien Zéro. Nous intéressons au cinéma venu de Russie, notamment cette année de franco-russe. Y a-t-il un film qui récemment vous a impressionné, vous a marqué? Un film russe? Ah, oui. Le dernier Mikhalkov, par exemple. Oui, c'est terrible. Tout ça, je crois que nous... Sur les trompeurs 2, l'Exode, par exemple. Est-ce que vous avez vu ce film? Est-ce qu'il vous a marqué? Je crois que il y avait quelques années, dans la télévision russe, a été le film de régisseur Bortko qui était appelé Idiote. Oui, je l'ai vu. C'était vraiment, ça m'a impressionné parce que c'était une écranisation de Dostoïevski tout à fait correcte, tout à fait Bortko est un brillante. Ukrainien d'origine. Mais, par exemple, il y a deux films qui sont typiquement racistes, qui ont eu un certain succès. C'est Le Mongol de Sergei Bodrov,
ou le Taïna Gengis Khan, le Gengis Khan d'Andrei Borisov. Borisov, je connais personnellement, je pense que c'était le fracas, c'était l'échec complet, comme le film. C'était eurasiste, mais c'était tellement et mauvais. Le mongol. Moins eurasiste, plus réussi, mais pas intéressant à mon avis. Finalement, je déplore que la culture actuelle russe se trouve dans la situation non pas médiocre, mais terrible, probablement terrible, parce que on ou utilise l'héritage soviétique et la culture soviétique, ou imite les exemples occidentaux. Ou non, Vous pensez à des réalisateurs que Pavel Lungin ou Mikhalkov aussi? Ostrov, c'est l'île. C'est quelques... Le tsar de Lungin. Oh, ça ne m'a pas plu. Tsar, Ostrov, c'est bien, plutôt bien. Mais c'est pas excellent. Mais quelque chose que peut-être pour l'Europe, ça pourra donner certaines idées de qu'est-ce que c'est la spiritualité russe. On peut comme la caricature, mais finalement c'est quelque chose. Le tsar ne m'a pas plu, et je crois que Mikhalkov, dont les idées je soutiens, parce que ces idées conservatrices sont tout à fait bien. Je ne suis pas fan de ces films récents, parce qu'à mon avis, il a perdu, disons, la sensibilité, le goût aussi, parce que c'était finalement le régisseur russo-soviétique. Et on n'est rien au niveau esthétique qui pourrait égaler, disons, à l'exemple soviétique. Tout ce qu'on fait après l'Union soviétique, c'est beaucoup pire qu'on faisait pendant l'Union soviétique. C'est nous perdons notre héritage, et c'est seulement aujourd'hui qu'on se voit clairement, c'était l'héritage culturel soviétique, parce que c'était quelque chose d'organique. On n'a pas trouvé l'autre souffle pour créer quelque chose d'autre. Écoutez, Alexandre Noukian, nous vous remercions vivement de votre présence. Cette conversation, ce débat a été vraiment passionnant. Plus que jamais, un grand salut à tous les dissidents anticonformistes de France, de Navarre et de la grande Europe, avec ou sans la Russie, en tout cas à ses côtés, nous l'espérons. À bientôt pour une prochaine émission.